Bonjour, cette petite chaîne YouTube a été spécialement faite pour les débutants en comptabilité. Vous y retrouverez des vidéos qui vous expliqueront de manière simple les essentiels de la comptabilité. Et on va donc continuer à travailler sur les budgets. Donc attention, hein, pour tirer profit de cette vidéo, il faut déjà avoir travaillé avec la première vidéo qui vous explique ce que c'est qu'un compte de résultat et bilan. Et aussi la deuxième vidéo qui s'appelle les budgets, dans laquelle on avait commencé à travailler sur un exemple. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur cet exemple. Notre exemple, c'est Batcom. Si vous voulez récupérer le PDF de l'exemple, vous pouvez le faire avec le lien que vous trouvez dans la description de la vidéo budget 1. Donc on avait dans cette vidéo établi le budget des ventes, celui des achats, celui des investissements et celui du budget de TVA. On va donc continuer sur le même exemple. Donc pour les dépenses, nous sommes occupés donc des décaissements sur achat, de la TVA décaissée. Ce ne sont pas les seules dépenses, bien entendu. Alors, on a ici, j'ai remis ici ce qui était dans le sujet, hein, le budget des autres charges. Il faut bien entendu, ces charges vont représenter des décaissements à venir, hein. Donc il faut tenir compte de chacune de ces charges. Donc, la première, ça va être un décaissement charge externe. Elles sont soumises à TVA, hein, c'est bien entendu le TTC qui va être décaissé. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait concernant ces charges? Eh bien, c'est ici, hein, les charges de personnel et les charges financières. Les charges externes sont décaissées le mois même, sont décaissées comptant. En fait, il n'y a pas de décalage de paiement en ce qui concerne les charges externes. Donc, contre, on décaisse les charges externes qui sont soumises à TVA, on décaisse le TTC. Et bien, on multiplie le hors-taxe par 1,20 directement, hein, pour avoir le TTC, bien entendu. Ici, donc ici, les charges externes que je multiplie par 1,20 pour le mois. Voilà, donc les décaissements sur les charges externes soumises à TVA. On va voir le même décaissement sur les charges externes non soumises à TVA. Comme elles ne sont pas soumises à TVA, on va reprendre le montant tel qu'il est donné ici, hein. C'est celle-ci aussi. Toutes les charges externes sont payées comptant. Donc,
voilà ce que c'est. On va décaisser également les charges de personnel. C'est indiqué ici, les charges de personnel sont payées comptant également. Hein. Donc, décaissement sur charge le paiement est fait comptant, donc je vais récupérer l'information. Les charges sociales. Les charges sociales. Alors, les charges sociales, qu'est-ce qu'on me dit sur les charges sociales? Attention, décalage d'un mois. Est-ce que je l'avais noté? Les charges sociales, il y a un décalage d'un mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 20 000 € de charges sociales dues au titre du mois de janvier ne seront payés qu'en février. Hein, donc, attention à ça, il y a un décalage d'un mois. Alors, attention. Est-ce que ça veut dire que on n'a rien à payer en janvier? Ben, si, peut-être. Regardez. Je reviens sur le bilan qu'on avait à fin décembre. Hein. On avait ici des dettes sociales. Qu'est-ce que ce sont les dettes sociales? Ben, c'est justement les charges sociales non encore réglées par l'entreprise à fin décembre. C'est-à-dire, et quand est-ce qu'elles seront payées? Ben, elles seront payées en janvier. Ça veut dire que ici, on va avoir 20 000 € qui proviennent des dettes sociales du bilan. D'accord? Ensuite, en février, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en février, je vais payer les charges sociales au titre du mois de janvier. Je vais avoir la même chose en mars, je vais avoir les charges sociales dues au titre du mois de février. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au-delà du mars, hein, je vais avoir à nouveau ces 20 000 € de charges sociales qui ne sont pas encore réglées. Et ça, attention à ça. Pourquoi je le précise ici? Parce que ce sera une dette sociale non réglée à fin mars. Dont il faudra tenir compte lorsque l'on fera notre bilan prévisionnel à fin mars. Donc attention à cette information. Il faut absolument indiquer dans cette colonne supplémentaire. Qu'est-ce qui nous reste? Les charges financières. Les charges financières, il n'y a pas de décalage de paiement, pas de TVA sur les charges financières, ce sont les intérêts dus par l'entreprise à la banque. Donc, les décaissements sur charges financières, pas de TVA et pas de décalage de paiement, on nous dit qu'elles sont payées comptant. Donc, on a les 20 000 € en février, donc le montant là à régler en février. Donc, voilà pour les autres charges. Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que c'est tout? Eh bien non. Hein. On avait vu que dans ce qui nous était donné, on avait également le budget d'investissement. Le budget d'investissement, il faut le payer, lui aussi, hein, ça représente un décaissement. Donc, on va avoir donc ici un décaissement sur investissement. Qu'est-ce qu'on nous précisait concernant l'investissement? Voilà, on nous précisait. Voilà, hein, l'investissement, c'est la même chose que les immobilisations. Hein. L'investissement, c'est le terme entreprise.
Le terme comptable, c'est l'immobilisation. On nous précise que la mise en service de la nouvelle immobilisation se fera le 1er février de l'année suivante et que le fournisseur est réglé moitié au comptant et moitié à 30 jours. C'est ça dont il faut tenir compte ici. Donc, on a remonté, je vais regarder le budget d'investissement qui était ici. Bien entendu, ce qui devrait être réglé, c'est le montant TTC. Mais on nous précisait que le fournisseur d'IMO serait réglé moitié comptant, moitié à 30 jours. Donc, c'est bien ces 60 000 € que l'on va prendre en compte en décaissement. 60 000 €, c'est le montant TTC. La moitié sera réglée au comptant, la moitié à 30 jours. Donc, en février, je vais aller récupérer mon montant TTC ici, mais uniquement la moitié, c'est-à-dire 50%. Et l'autre moitié à 30 jours, c'est-à-dire le mois suivant. Un calcul. Voilà pour le décaissement sur investissement. Alors, dans le sujet, on nous précisait la dotation aux amortissements. Donc, attention, la dotation aux amortissements est une charge. C'est une charge calculée, ce n'est pas une charge décaissable. Donc, il n'y a pas de décaissement ici en ce qui concerne les dotations aux amortissements. Ça, c'est très important. Amortissement. Charge. Non. Ça veut dire que lorsqu'on calcule les amortissements, on les enregistre dans les charges. Par contre, on ne fait pas de chèque. Pas de chèque sur quoi en ce qui concerne les amortissements. C'est une charge calculée, c'est un avantage fiscal, mais c'est pas, il n'y a pas de décaissement à cette occasion. On calcule un amortissement. Donc, attention à cette information. Elle n'est pas à prendre en compte au niveau de nos dépenses. Par contre, il faut tenir compte des informations que l'on nous donne dans le sujet. Alors, on va retourner sur le sujet. Il y avait des informations concernant les dividendes. On nous disait ici l'affectation du résultat. L'entreprise a décidé qu'elle versera en mars des dividendes aux actionnaires pour 10 000 €. Donc ça, c'est un décaissement. L'entreprise décide de distribuer des dividendes aux actionnaires. C'est une sortie d'argent, c'est une dépense. Donc en mars, elle décide, donc ici, décaissement et ça sera en mars. Alors, quoi d'autre comme sujet? Attention, le reste sera affecté en réserve. Le reste sera affecté en réserve. C'est une écriture comptable, il n'y a pas de décaissement. On écrira simplement que pour le résultat de l'ABN, ce qui dépasse 10 000 € sera affecté en réserve. Ce sera donc une écriture comptable. Il n'y a pas de décaissement correspondant à cela. Alors, ici, attention. Donc, on a une information concernant les stocks. On nous dit que les stocks seront de 11 000 € au 31 mars. Très bien. Par contre, il n'y a pas de décaissement correspondant à cette information. C'est une information dont on aura besoin quand on fera le bilan prévisionnel, mais pour l'instant, en termes de décaissement, il n'y a pas de décaissement correspondant. Par contre, regardons ce qui se passe au niveau des emprunts. On nous précise le poste emprunt au 31 mars sera de 150 000 €. Il était de
200 000 euros à fin décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le post-emprunt a diminué de 50 000 euros. Quand est-ce que les emprunts diminuent? Les emprunts diminuent quand l'entreprise rembourse une partie de cet emprunt. Donc ici, on nous précise que la société a un seul emprunt en cours, remboursable par amortissement constant en février. Donc ça veut dire que si on n'a plus que 150 000 euros d'emprunt à fin mars, entre-temps, donc au mois de février, l'entreprise a remboursé la différence, c'est-à-dire pour un montant de 50 000 euros. Ça aussi, ça représente un décaissement. Hein. Le remboursement de l'emprunt, c'est un décaissement fait par l'entreprise. Donc on va le noter ici. Hein. Ça se fait en donc je répète, hein, l'entreprise avait un emprunt ici. Hein, l'emprunt était de 200 000 euros à fin décembre. Il n'est plus que de 150 000 euros à fin mars. Ça veut dire qu'entre-temps, l'entreprise a remboursé la différence, c'est-à-dire 50 000 euros. Et on nous précise ici que l'entreprise rembourse ses emprunts, cet emprunt en février. Donc ça veut dire que l'entreprise a remboursé cette partie, c'est 50 000 en février. Il décaissera 50 000 euros en février. Quoi d'autre? Attention, hein, cette information-ci représente un décaissement. Donc, il faut bien, vous voyez qu'il faut bien faire attention, hein, à toutes les informations qui nous sont communiquées. Donc, l'entreprise devra verser un premier acompte de 15 000 euros concernant l'impôt sur le bénéfice. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que l'année dernière, l'entreprise a fait du bénéfice. Cette année, on ne sait pas si elle va faire du bénéfice ou pas, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fisc n'attend pas la fin de l'année pour vous réclamer l'impôt sur le bénéfice. Donc, en fait, comme on ne connaît pas encore tout le bénéfice, c'est un acompte. L'entreprise va verser simplement un acompte. Cet acompte, ben, si à la fin de l'année, l'entreprise fait du bénéfice, cet acompte sera déduit de ce qu'elle aura payé, ce qu'elle aura déjà payé. À l'inverse, si à la fin de l'année, on se rend compte que l'entreprise a fait des pertes, par exemple, elle n'aura donc pas d'impôt sur le bénéfice à payer, et cet acompte que l'entreprise a payé en mars, eh bien, lui sera remboursé par le fisc. D'accord? Enfin, pour l'instant, c'est un acompte qu'elle doit payer, acompte sur US. Donc, en mars, 15 000 euros d'acompte. Hein. Je répète, c'est un acompte, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce que fera l'entreprise à la fin de l'année N+1. Est-ce qu'elle aura fait du bénéfice ou des pertes? On n'en sait rien. Ceci étant, le fisc se base sur l'année N. Sur l'année N, l'entreprise a fait des bénéfices, donc on va payer un acompte calculé sur les bénéfices de l'année. Voilà, cette fois-ci, nous avons bien fait le tour de tout ce que l'entreprise doit décaisser. On va pouvoir en fait calculer ici le total des dépenses prévisionnelles. Donc ici, je vais totaliser donc les
Le total des dépenses. Et voilà. On va donc pouvoir terminer le tableau de trésorerie. Alors, de quelle façon on va total de recettes. Je reprendrai également les totales du Ensuite, attention, hein, il faudra tenir compte aussi de la position. Oui. On va calculer la position de travail. Je vais retrouver. Donc, voilà. Là, ça va être relativement simple, hein, puisque les calculs ont déjà été faits. J'ai ici le total de mes recettes. Mes dépenses, idem, je les ai calculées, donc je les recopie simplement. Le flux de trésorerie, c'est la différence entre les deux, donc là, pas de difficulté non plus. Par contre, bien entendu, il faut tenir compte de la position de trésorerie au début de mois. Alors, quelle est la position de trésorerie à début janvier? La position de trésorerie à début janvier, en fait, où est-ce que je vais la trouver? Je vais la trouver dans mon bilan à fin décembre. Le bilan au 31 décembre me montre que j'avais ici les disponibilités, c'est l'argent dont dispose l'entreprise en banque. Elle dispose donc de 135 000 €. Donc la trésorerie en début janvier, ce sont les disponibilités du bilan. Comme tout à l'heure, je le mets en rouge pour bien montrer que ça provient du bilan. Et il ne me reste plus qu'à calculer la position en fin de mois. Alors comment je calcule la position en fin de mois? Très simplement, c'est la position de trésorerie ici, plus le flux de trésorerie. Voilà ma position de trésorerie à la fin du mois. Cette position de trésorerie à fin janvier, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la position de trésorerie, bien sûr, à début février. Début février, ma position de trésorerie, c'est celle qui est à fin janvier. Ici, la position à fin février, c'est le même calcul que ce que j'avais fait en janvier, c'est-à-dire la position de trésorerie plus le flux de trésorerie qui est ici. J'obtiens ma position de trésorerie à fin février, qui devient ma
position de trésorerie de début mars. Et ici, le calcul de ma position de trésorerie. Voilà, voilà là, le calcul de cette trésorerie prévisionnelle. Je vous rappelle que c'est une prévision. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation prévisionnelle de trésorerie? Parce que, on dit ça va faire des calculs, hein, mais ensuite, il faut regarder tout ça. En fait, on s'aperçoit qu'à fin janvier, la position de trésorerie est tout à fait confortable. Hein. On a 143 800 € sur le compte en banque. C'est tout à fait confortable. Pourquoi? Surtout parce que à la fin de l'année, l'entreprise disposait d'une très bonne trésorerie. Hein. Donc, ça permet de conserver une très bonne trésorerie à fin janvier. Qu'est-ce qui se passe à fin février? Cette position de trésorerie a diminué, mais elle reste tout à fait correcte. 30 000 € sur le compte en banque, c'est une situation tout à fait correcte. Par contre, vous voyez que ça s'inverse à partir du mois de mars. Ça s'inverse à partir du mois de mars. Alors, je vous rappelle que c'est du prévisionnel. On va donc pouvoir agir, hein, pouvoir anticiper qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette position de trésorerie. Alors, si vous vous rappelez le cas, hein, on est sur une entreprise qui fait du commerce de pièces de bateau. C'est donc une entreprise qui va probablement avoir une activité saisonnière, hein, avec une activité forte, probablement sur les périodes printanières et estivales. Ici, on est au mois de mars, hein, on sort de l'hiver, hein, donc l'activité est ralentie. Hein, c'est la raison essentielle de cette situation de trésorerie négative. Bon, quelque chose d'autre qui accentue hein, cette situation négative, c'est l'investissement relativement important qu'on fait au mois de février, qu'on paye en février et en mars. Hein. Donc là-dessus, bon, voilà, ça vient aggraver la situation de trésorerie. On remarque que dans ce cas-là, on fait un investissement, on n'avait pas eu recours à l'emprunt, hein, qui n'est pas forcément un mauvais choix. Hein, lorsqu'on fait un investissement matériel qui est conséquent, comme c'est le cas ici, hein, il est fort conseillé hein, de faire appel à l'emprunt et de ne pas financer les investissements avec les fonds d'exploitation. Donc, les fonds d'exploitation, on a besoin pour autre chose, justement, hein, et les dépenses courantes. Donc, effectivement, si on avait fait un emprunt pour financer l'investissement, on serait probablement dans une meilleure situation de trésorerie. Je vous rappelle que c'est une prévision, donc on anticipe. Hein. L'intérêt, c'est ça, c'est justement d'anticiper. Donc, on n'est pas, c'est pas trop tard. Hein. On peut très bien, puisqu'on avait prévu de faire un investissement l'année prochaine, on peut, compte tenu de la situation prévisionnelle de trésorerie qu'on observe, on peut justement anticiper et dire, bon, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux faire emprunter au moins une partie hein, du montant de l'investissement. Voilà, expliquer donc ce tableau de trésorerie synthétique. Bien, donc nous allons poursuivre dans cette tuto, nous allons poursuivre en fait l'exemple que nous avions commencé à traiter ensemble dans la première vidéo, budget 1. Donc on va poursuivre cet exemple avec donc l'exemple Badcom. Donc nous avions déjà travaillé sur le budget des ventes. Nous avions également travaillé sur le budget des achats, le budget des investissements et enfin nous avions réalisé donc le budget de TVA. Voilà, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser donc au budget des encaissements et au budget des décaissements. D'abord, le budget des encaissements sur vente. Donc, ce budget des encaissements sur vente va se faire à partir du budget des ventes, bien entendu, hein, mais surtout va tenir compte de plusieurs choses. Va tenir compte du fait que les ventes, les clients règlent les ventes TTC, première chose. Et deuxième chose, les clients règlent leurs ventes avec un délai de règlement, le délai de règlement qui a été accordé par l'entreprise. Donc ce délai de règlement, nous l'avons au niveau de l'exemple, hein, c'était précisé dans les renseignements complémentaires. Voici, ça se passe ici. Concernant les règlements des clients, il y a deux informations. Il y a d'abord la première information qui concerne le bilan. Le règlement des clients du bilan. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Le bilan, il est là, regardez.
à l'actif du bilan, nous avons ce qu'on appelle les créances clients, qui sont ici, qui apparaissent donc à fin de l'exercice N pour un montant de 90 000 euros. De quoi s'agit-il? Il s'agit des factures de vente effectuées par l'entreprise à des clients qui ne sont pas encore réglées. La vente a déjà effectué, mais le client n'a pas encore réglé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise a accordé un délai de paiement à ses clients. Ces créances clients vont être payées à un moment donné. Et on vous le précise ici, hein, ce qui est au bilan, les 90 000 euros de créances clients au bilan. Alors déjà, première information, ces 90 000 euros de créances clients sont toujours TTC. Les créances clients apparaissent toujours TTC à l'actif du bilan. Donc ces créances clients vont être réglées en janvier. La première chose dont il faut tenir compte, ces créances, le paiement de ces créances clients du bilan. Alors, je vais faire apparaître ici, bien sûr, vous voyez sur les 3 premiers mois de l'année. Donc ici, bon, on nous précisait quels étaient les revenus à janvier, on va donc les faire apparaître sur janvier, bien entendu. La dette, elles sont déjà TTC. Alors, je vais indiquer en rouge ce qui provient du bilan. Cette information, nous l'avons obtenue grâce au bilan de Faret. Donc, ça apparaît ici. Le budget des encaissements sur vente, je précise ici toujours TTC. On va ici traiter les informations TTC. Pourquoi? Parce que les encaissements sont faits TTC. Les clients payent leurs factures TTC. Donc, voilà pour les créances clients du bilan. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On va prendre mois par mois, bien entendu. On va regarder d'abord les ventes TTC, je précise à nouveau. Les ventes TTC de janvier, elles sont là. J'en ai pour 120 000 euros. Et comment ces ventes vont être réglées? Regardez, ici, ça nous est précisé. Donc, la moitié des clients payent comptant, l'autre moitié paye à 30 jours. C'est comme ça qu'on va procéder. La moitié des clients payent comptant. Donc, la moitié des ventes de janvier seront réglées comptant le mois même, c'est-à-dire en janvier, et l'autre moitié à 30 jours. Donc, je vais recopier l'information qui est ici. Simplement, venir pour la suite. Donc, allez. Rechercher mes ventes TTC de janvier. 50% sont encaissés en janvier. Et les autres à 30 jours, c'est-à-dire en février. Je vais procéder exactement de la même manière pour les ventes de février et les ventes de mars. Donc, les ventes de février sont ici, 150 000 euros TTC. Je vais en encaisser la moitié en février, comptant février, ici. Rechercher mes ventes TTC de février. Je vais en 30% en TTC et l'autre moitié 30 jours en mars, tout simplement. Même chose pour le mois de mars. Je vais aller chercher donc les ventes TTC du mois de mars. J'en ai 132 000 euros. La moitié sera encaissée comptant, c'est-à-dire en mars.
moitié va être encaissée au-delà du mois de mars. Je les indique ici. Ces ventes qui restent en fait à régler au-delà du mois de mars, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait des créances clients non réglées. Pourquoi c'est important de conserver cette information? Cette information nous servira, nous permettra de compléter notre bilan prévisionnel à fin mars lorsque nous en serons à cette étape-là. Pour l'instant, donc on indique dans une colonne supplémentaire. Une fois que j'ai fait ça, par mois, hein, qu'est-ce qui va être encaissé mois par mois? En février ceci et en mars cela. Voilà. Donc voilà pour le budget des encaissements sur vente. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence entre le montant des ventes et le montant des encaissements. Hein, c'est pas identique. Vous voyez bien, hein, c'est pas identique. C'est pas identique. Hein. Donc c'est ce budget des encaissements hein, qui va nous dire combien d'argent l'entreprise va encaisser mois par mois en janvier, en février et en mars. Donc on a procédé de cette façon-là pour les ventes. On va procéder d'une façon identique pour les achats. On va également donc regarder comment l'entreprise paye ses achats. Même chose que pour les ventes. Pour le budget des encaissements, on a regardé le bilan. On a regardé les créances clients du bilan. On va faire la même chose pour les achats. Qu'est-ce qu'on regarde en ce qui concerne les achats? Eh bien, en fait, au niveau du bilan, au passif cette fois-ci, on a ici ce poste fournisseur pour 50 000 euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'entreprise a une dette fournisseur de 50 000 euros qu'elle n'a pas encore réglée. Donc, elle a fait des achats pour un montant TTC de 50 000 euros qu'elle n'a pas encore réglé. C'est une dette fournisseur. Bien entendu, cette dette fournisseur va être réglée rapidement. On nous précise également ici, regardez, règlement des fournisseurs. En ce qui concerne la dette fournisseur du bilan, ce sera réglé pour moitié en janvier, pour moitié en février. Voilà ce que l'on va prendre en compte également au niveau du budget des décaissements sur achat. Donc, on commence par les dettes fournisseurs du bilan. Ah, j'en avais 50 000, moitié janvier, moitié en février. Donc, ça nous fait 25 000 en janvier et en février. Cette information procède du bilan. Donc, comme tout à l'heure, je l'indique en rouge pour bien comprendre qu'elle provient du bilan. Et ensuite, eh bien, je reprends les achats TTC et achats TTC de janvier, et puis il faudra que je m'occupe des achats TTC de février, des achats TTC de mars. Donc, que me disait-on ici concernant le règlement des fournisseurs? La moitié des fournisseurs sont réglés comptant et l'autre moitié est réglée à 60 jours. Je vais récupérer cette information de façon à m'en souvenir.
Donc, vous voyez ici, j'ai 48 000 € d'achat TTC effectué en janvier. Donc, la moitié, on me dit que la moitié sera réglée au comptant donc en janvier. Par contre, l'autre moitié à 60 jours, c'est-à-dire au mois de mars. Donc, je vais faire de cette façon-là. Et l'autre moitié en mars. Je vais procéder de la même façon pour les achats de février. 48 000, donc la moitié comptant espèce partie. Et l'autre moitié à 60 jours, donc au-delà de mars. Donc ça sera dans la colonne au-delà de mars. Les achats. Et puis, pour les achats de mars, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'entreprise va régler donc 50% en mars, 50% en mars. L'autre moitié, à nouveau, au-delà de mars. On ne s'occupe pas, on ne va pas calculer quel mois sur quel mois ça correspond. Hein. Ce qu'on sait, c'est que ça ne sera pas réglé à fin mars. Donc, on l'indique dans la colonne, dans la dernière colonne. Donc, voilà. Pour les décaissements sur achat. Là aussi, bien entendu, alors ici, bien entendu, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce sont les dettes fournisseurs sont réglées à fin mars. On se servira pour constituer notre bilan prévisionnel à fin mars. Donc, je vais les totaux des décaissements sur achat que j'aurai mois par mois. Voilà. Bon, ici, on a effectivement des sommes qui se ressemblent beaucoup avec celles de janvier, celles du budget des achats. Pourquoi? Parce que les achats étaient linéaires chaque mois. Voilà donc pour le budget des encaissements sur vente et le budget des décaissements sur achat. Donc, on va pouvoir maintenant travailler sur le budget de trésorerie. Donc, budget de trésorerie, comment va-t-il se présenter? Ben, on va d'abord s'occuper dans un premier temps des recettes, de l'argent qui rentre. Donc ici, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a comme argent qui rentre? Bah, essentiellement, et ce sera le cas pour la majorité des entreprises, hein, même s'il n'y a pas que ça, mais ça sera essentiellement les encaissements sur vente, bien entendu. Alors ici, pas de calcul à faire, hein, je l'ai déjà fait. Donc je vais simplement aller rechercher hein, le total ici des encaissements sur vente de janvier, le total des encaissements sur vente de février et celui de mars. Voilà. Bon, je dirais, il n'y a pas que les encaissements sur vente à recette, hein, mais c'est quand même la source principale de recettes d'une entreprise. Ensuite, eh bien, nous allons regarder donc les dépenses. Donc, bien entendu, la première dépense, ça va être les décaissements sur achat. Hein, on va simplement recopier la ligne totale du budget de décaissement sur achat qu'on a déjà calculé. Voilà. Donc voilà les
va dire les informations essentielles. Mais en ce qui concerne les décaissements, c'est pas tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme décaissement? Ben, on a par exemple, ce qui apparaît juste au-dessus, hein, la TVA à décaisser. Hein, ça, c'est un décaissement qu'il faut également prendre en compte dans notre budget de trésorerie. Là aussi, hein, c'est déjà fait, donc je vais simplement aller rechercher l'information finale de la TVA à décaisser. Et juste au-dessus. Hein. Ensuite,